Il y a un procès en cours à Bruxelles et je laisserai M. David Renou vous en informer. Malheureusement, je dois dire qu'on avait compté sur la participation de M. Raphaël Mal qui devait participer à cette conférence de presse de Luanda par vidéoconférence, mais pour des raisons techniques, il nous est impossible de le mettre en ligne. Il a pourtant, j'attire votre attention, qu'il a déjà beaucoup écrit sur ce cas et qu'il est une figure majeure donc, de la lutte contre la corruption et pour que en fait, les autorités angolaises puissent justement se candidater à récupérer tout ce qu'elles ont à récupérer et que l'État a perdu à travers la corruption. Je passe tout de suite la parole à M. David Renou. Merci Anna pour l'introduction. Je vais donc vous faire mon compte rendu. Entre 2003 et 2008, 364 lots de diamants bruts angolais détournés en provenance des Émirats Arabes Unis et de Suisse ont été importés à Anvers par Omega Diamond. 4,6 milliards de dollars blanchis en Belgique. 90% de ce montant revient au capital angolais. Il doit être rapatrié par le programme de recouvrement des avoirs. En fait, sur 10 ans d'opération, plus de 8 milliards ont été éludés à l'État angolais par l'organisation criminelle internationale. 8 milliards. Fin 99, alors que la guerre civile faisait encore rage en Angola, et Oudlaniado, Sylvain Goldberg, les principaux dirigeants de Omega Diamond, société belge installée à Anvers, et leur associée, Isabel dos Santos, fille du président de l'époque Eduardo dos Santos, crée en Angola un monopole pour l'achat et l'export du diamant angolais. La société Ascorp naît au sein de la société d'État Sodiam Ndiama. Ils mettent en place un système complexe, opaque, fait de sociétés offshore, de sociétés écrans, d'hommes de paille et de lieutenants exécutants. À Dubaï est créé Tulip Diamond. Le mécanisme simple se fonde sur le commerce triangulaire. Ascorp, Tulip, Omega. Ce monopole permet aux groupes formés d'acheter les diamants à des prix planchers. Les sociétés minières et les négociants du secteur informel obligés et contraints de se plier au diktat de la liste de prix établie par Omega à Anvers, forcés de vendre jusqu'à 40% du prix réel, sans compter les grosses PR special bradées à 200% en dessous des valeurs marchandes du marché. Le diamant acheté par Ascorp était, corruption aidant, fortement sous-évalué. La comptabilité simulait une vente fictive et établissait une fausse facture. En contrepartie, le CK, Certificat Kimberley, était délivré avec mention origine Angola originale. Le colis était alors présenté aux douanes pour l'export et exporté à Tulip Dubaï. Tulip s'adonnait à une technique simple, dénommée dans le jargon international bec to bec. Sans même ouvrir les enveloppes et analyser le contenu des colis, l'employé de Tulip simulait lui aussi une vente fictive à Omega Diamond. Il émettait à son tour une fausse facture, en contrepartie de laquelle il recevait un faux Kimberley certificat, émis par Dubaï avec mention origine Dubaï, qualité mélange. La cargaison s'envolait alors par la Brinks, destination GNB, International Airport, en Afrique du Sud, pour un transit furtif. Les pierres atterrissaient enfin en Belgique, surévaluées sur les plateaux de tri d'Omega Diamond à Anvers. L'État angolais spolié à la source, les revenus dérisoires pour l'État belge, la totalité du butin accumulé se retrouvait à Dubaï. Les dollars alors disponibles en cash alimentaient le kickback qui lubrifiait les rouages du mécanisme de corruption à Luanda. Blanchiment d'argent aggravé, criminalité transnationale. Le prix humain, lui, se paye au prix fort. Il est de couleur rouge. Alors que cette opération n'apporte que misère et désolation au peuple angolais, en août 2013, Forbes publie un article dans lequel il dévoile qu'Isabelle était devenue la femme la plus riche d'Afrique, avec une fortune estimée à plus de 3 milliards de dollars, dans un pays où l'on vit avec 2 dollars par jour. Les sociétés qui leur sont liées et où leurs membres apparaissent dans le offshore leaks, Swiss Leaks, HSBC, Panama Papers,
Malta Papers, Paradise Papers, ou encore dans le Money Laundering and Terrorist Financing Through Trade in Diamond du FATF, le GAFI, dans les dossiers ouverts pour corruption auprès du STAR, Stolen Asset Recovery Initiative de la Banque mondiale. Téléchargez les résumés de la production du KIP, Angola, Dubaï, et tout s'éclaircira. En 2012, Isabelle et son mari Syndicat de Colo font acquisition de 75% des parts du joaillier suisse des Grisogono, de Fawaz Ruozi. Via la Sodiam, 100 millions sont injectés au joaillier et il s'offre ainsi l'occasion rêvée de passer des ténèbres à la lumière. Vitrine étincelante, London, New York, Miami, LA, la jet set et les stars d'Hollywood pour clients. Février 2016, la société minière australienne Lucapa Diamond Company, extrait de son site de Lulo, un diamant brut de 404 carats DQ. La pierre est vendue pour 16 millions de dollars via la Sodiam à Nemesis International, société écran basée à Dubaï, détenue par Syndicat de Colo et directement liée à des Grisogono. Fawaz Ruozi fait tailler la gemme en taille émeraude de 164 carats, 163. La pierre sertie dans un pendentif flamboyant, le bijou sera vendu par Christie's 33,7 millions de dollars. L'acheteur est resté anonyme. Décembre 2017, la compagnie nationale angolaise Sodiam annonce à Luanda sa décision de quitter son partenariat avec Victoria Holding Limited, du groupe du joaillier des Grisogono. Le communiqué évoque des raisons d'intérêt public et de légalité. L'information encore chaude, la semaine passée, le 13 juin, Associated Press édite un article, y fait référence à un rapport publié par l'organisation C4ADS. Dubaï serait devenu un paradis du blanchiment d'argent. Ce pillage affecte aujourd'hui directement la sécurité économique de l'État. Il a porté atteinte à l'image et à la crédibilité de l'Angola en quête d'attirer de nouveaux investisseurs internationaux. Juridiquement, c'est une pure violation de la sûreté de l'État et une atteinte à la souveraineté de l'État angolais. L'Angola est le 5e producteur mondial de diamants. Ils sont la fierté du pays. Pourtant, la chaîne brisée, déviés de leur circuit, ils arrivent à Anvers, en Belgique, sous une fausse identité d'origine. Ce secteur géostratégique clé, une fois ouvert, bien géré, transparent aidant, dégagera des revenus à l'État, relancera la croissance et créera la véritable richesse aux retombées socio-économiques réelles, vectrices de développement durable. Mais il faut avant tout et en priorité rompre avec les schémas de corruption et rapatrier le capital détenu illégalement à l'étranger. Le président de l'Angola, M. João Lourenço, en guerre contre le népotisme et l'impunité, plaide cette cause. Dernièrement, en visite d'État en Belgique, il a visité Anvers, capitale du diamant. Les mécanismes au niveau européen permettent aux nouvelles autorités angolaises de racheter les actifs via l'Office de recouvrement des avoirs de l'Union européenne. À la Belgique, le devoir d'affronter la réalité et de tout mettre en œuvre pour aider l'Angola, pays ami, à récupérer ses fonds volés. L'occasion de tourner le dos définitivement aux pratiques du passé pour créer une nouvelle opportunité positive, une dynamique faite d'intérêts bilatéraux, économiques et sécuritaires communs. Toutes les solutions techniques, efficaces et durables existent. Elles attendent d'être mises en application par la stratégie réfléchie, des politiques responsables, des prises de décision courageuses dans le respect total des lois. Nelson Mandela disait « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Oui, il faut du courage pour mettre en œuvre le programme de recouvrement des avoirs en Europe et rapatrier les fonds évadés, placés illicitement par Omega Diamonds et leurs associés. Du courage, il en faut aussi pour relancer l'Angola vers un nouvel avenir prospère et rayonnant. Du courage pour faire de l'Angola un pays où les citoyens puissent vivre dignes et heureux. Muito obrigado. Je voudrais remercier à David pour le courage de nous exposer tout ça sur ce schéma
qui vient de loin et qui en fait était désigné pour violer le procès de Kimberley, et aussi bien sûr les droits aux ressources naturelles de diamants du peuple angolais. On voudrait bien que les autorités angolaises profitent du procès qui est ouvert ici à Bruxelles, à Gand en fait, pour essayer de récupérer ces avoirs qui appartiennent au peuple angolais. Moi-même, je dois vous dire aussi que je pourrais vous faire parvenir, c'est dans mon site, hier même écrit à la Banque du Portugal pour savoir si la Banque du Portugal, face à tout autre tas d'informations sur Madame Isabel dos Santos, maintient l'évaluation d'idonéité pour qu'elle puisse rester actionniste de banques au Portugal et aussi de plusieurs compagnies d'extrême importance au Portugal. Et bien sûr, j'ajouterai tous ces éléments aux aspects pour lesquels j'ai déjà attiré l'attention de la Banque du Portugal et aussi des autorités bancaires européennes. Il faut dire que j'ai en particulier attiré l'attention pour un témoignage à un tribunal arbitral de Paris que Madame dos Santos a fait il y a quelques mois, où dans un cas justement sur ses participations à des compagnies portugaises et angolaises, portugaises et brésiliennes, où elle a dit sa ligne de défense était de dire qu'elle ne savait pas, que son fort n'était jamais les comptes, qu'elle n'avait aucune idée, etc. Ce qui est absolument incompatible avec les responsabilités qu'elle a eues, et qu'elle a toujours dans plusieurs entreprises, qu'elle a eues au sein comme président de la Sonangol, la compagnie de pétrole de l'Angola, et qu'elle a dans tout un tas de compagnies partout dans le monde. Mais sans plus, j'ouvre les questions aux journalistes, s'ils veulent nous poser des questions, en particulier à M. Renaud, pour des détails. Oui, donc c'est un peu la question, comment allez-vous faire pression maintenant au niveau européen? Enfin, vous venez de citer plusieurs exemples par rapport à ces sous-facturations. Et alors, est-ce que la directive européenne anti-blanchiment, telle qu'elle a été récemment révisée, ne permettrait pas ici des sanctions efficaces, mais je dirais comment la faire avancer, et donc comment faire aussi pour faire reconnaître, alors ça c'est une autre question, au niveau européen, les droits de l'Angola à recevoir sa juste part des ressources naturelles. Je me demande si ce type de question n'est pas très importante, parce que de plus en plus quand même on a accepté qu'il y ait transparence des sociétés minières, etc. Et alors je ne comprends pas très bien ici où est la transparence, enfin, évidemment, nous sommes en Angola. Oui, je peux déjà vous dire que, bien sûr que je ferai parvenir ces éléments, et notamment l'exposé de M. David Renaud et tous les aspects que M. Raphaël Mac n'a pas pu aujourd'hui nous communiquer puisqu'on a ces difficultés techniques, à la commission d'enquête du Parlement européen sur le Paradise Papers qui fait le suivi du travail qu'on a fait déjà avec Panama Papers et le LuxLeaks. Mais justement, on investigue, on fait de l'enquête sur plusieurs paradis fiscaux, notamment le cas du Dubaï, qui était instrumental dans ce mécanisme, comme on voit, mais pas seulement, aussi la Belgique, puisque
que tout ça s'est passé à partir d'ici en fait. Et pour ce qui est de la 5e directive anti-blanchiment, elle n'est toujours pas en vigueur, il faut avoir ça mais quand même déjà, celles qui sont en vigueur, notamment la 4e et même la 3e avant, sont tout à fait applicables et sont tout à fait invocables, notamment par les autorités concernées pour la lutte contre le blanchiment des capitaux au niveau national et au niveau européen, soit au Portugal, soit en Belgique. Et c'est pourquoi, justement, je fais parvenir ces données aux autorités portugaises qui, apparemment, jusqu'à présent, ont voulu croire que Madame Isabel dos Santos était une grande entrepreneur, et pas en fait une personnalité politiquement exposée qui profitait de façon absolument abusive des ressources de son pays. Pour des aspects plus concrets concernant bien sûr, il faut dire aussi que déjà au niveau de la Commission européenne, il y a aussi un mécanisme qui aide les pays tiers à récupérer leurs avoirs, qu'on a créé justement pour les pays du printemps arabe, mais qui est donc un mécanisme qui est là avec des experts qui possible d'être utilisé pour aider d'autres pays à part les pays du printemps arabe, s'ils le demandent, bien sûr. Et c'est ça la question. C'est que, soit au niveau de l'aide qu'on peut fournir de la part de l'Union européenne, de la Commission européenne, en particulier à travers ce bureau spécialisé pour la récupération des avoirs, soit au niveau de la défense des intérêts d'Angola devant les cours de Belgique, comme la cour de Gand, ou à d'autres niveaux, il faut que les autorités angolaises se présentent, le demandent, fassent leur boulot. Or, c'est vrai que pendant le temps de M. dos Santos comme président, bien sûr, il était peut-être participant, il était certainement participant du système dont sa fille et d'autres familiers étaient les conduites. Mais c'est pourquoi maintenant, avec le nouveau président et avec tout ce qu'il a dit, on a l'espoir qu'en fait, le gouvernement d'Angola fasse ce qu'il faut faire. Mais c'est un espoir, je dois vous dire en même temps, avec déjà des aspects assez décevants, parce qu'il y a tout tas de cas et de procès au Portugal, notamment un procès de corruption d'un magistrat au Portugal qui implique l'ancien vice-président de l'Angola, M. Manuel Vicente, qui est apparemment aujourd'hui le gourou du président Lourenço. Et on voit mal comment ça se compatibilise avec une vraie stratégie pour récupérer les avoirs qui appartiennent au peuple et à l'État angolais et pour empêcher qu'ils ne soient pas déviés de la famille dos Santos à n'importe quelle autre famille. Mais Monsieur Renaud, voulez-vous préciser à Monsieur trois appels? Moi, je voulais aussi apporter un point, c'est que il y a un point très important dans cette lutte contre le blanchiment en utilisant finalement le diamant comme le véhicule du blanchiment d'argent. Je ne vais pas dévier vers le financement des organisations terroristes parce que vous en aurez pas. On va rester dans les organisations de blanchiment. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est à peu près 2 ans, juste un tout petit peu, 2 ans jour pour jour, de la création d'un pool entre Europol et le European Law Enforcement Agency avec le département d'État américain et le FBI américain, où ils ont lancé un programme spécialement dédié pour le diamant, comme ils l'ont lancé il y a des années précédentes dans la lutte contre la drogue. C'est exactement le même système de programme. Et l'Europe peut déjà aujourd'hui faire appel aux États-Unis et leur demander la collaboration et l'aide, tout simplement parce que dans la globalité, les crimes qui ont été commis, ils
ils ont été commis dans une monnaie qui s'appelle le dollar américain. Et donc le département du Trésor est tout à fait compétent pour suivre ce truc. Et en fait, je crois que aussi Des Grisogono, qui a pignon sur rue aux États-Unis, et d'autres sociétés, je ne suis pas venu ici en parler parce que c'est tentaculaire évidemment, mais d'autres sociétés qui sont liées au groupe Omega Diamond sur le territoire américain peuvent être visées par cette mise en place de ce qu'on appelle Enforce the Law, Enforce the Diamond Program. Voilà, ça c'est ce que je veux dire à partir d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut être mis en route. Le procureur de New York doit être, à mon avis, saisi, parce que c'est de là-bas que tout va. Bonjour, André Campos, agence presse portugaise. En ce qui concerne le procès judiciaire en cours à Kent, quand est-ce qu'on peut attendre une décision et est-ce que les autorités d'Angola doivent attendre cette décision pour demander? Je ne suis pas un spécialiste juridique. Le procès doit s'ouvrir bientôt. Il faudra attendre évidemment l'issue de ce procès. Mais c'est un procès, c'est un rejet de la Cour constitutionnelle qui a rejeté la décision d'une autre cour d'appel, qui était la Cour d'appel d'Anvers. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé au niveau technique, oui, quelque chose de très très pertinent, qui est la non-lecture et la non-prise en compte d'un élément clé, un PV clé, qui aurait dû empêcher la Cour de pouvoir procéder antérieurement à ce qu'on a appelé la transaction pénale et donc permettre à Omega Diamond de s'acquitter d'une petite amende de 160 millions de dollars et donc se laver les mains de tout. Elle a été faite via une loi qui n'est pas constitutionnelle, elle a été déclarée anticonstitutionnelle. Donc moi, en tant que citoyen, quand on crée une loi, on l'écrit, on la fait passer et on la met en application alors qu'elle est contraire à la constitution d'un pays, cette loi ne vaut rien. Donc pour moi, la décision qui a été prise antérieurement par la Cour d'Anvers n'est pas valide et une des raisons pour lesquelles on a changé très dernièrement, je crois qu'il y a 2 mois, la loi a été changée et Omega Diamond va devoir faire face aujourd'hui devant l'État belge, parce que les douanes et les accises, c'est l'État belge, ils vont devoir faire face à une nouvelle réalité qui est cette nouvelle loi envers laquelle ils vont devoir se plier. Et en fait, cette loi, elle est très différente de la précédente, c'est qu'elle met en avant la prise de décision du juge et non pas celle du procureur. Et donc c'est un juge qui va devoir, dans son intégrité la plus totale, décider si les personnes, la société, mais surtout les personnes qui sont devant lui, peuvent recevoir et passer par cette loi de transaction pénale. À mon avis, au niveau légal, ils ne peuvent pas, parce que les charges sont beaucoup trop grandes et le profil des personnes, c'est une vraie mafia qui opère comme une mafia, ne leur permet pas en fait de pouvoir s'acquitter d'amende honorable, si je veux dire. Ces gens doivent être, à mon avis, si ce n'est pas en Europe, aux États-Unis, traduits devant la justice, leur place est en prison. Mais jusqu'en ce moment, nous n'avons aucune information que l'État angolais ait fait semblant d'avoir des intérêts. Donc même si donc il y a tout un procès déjà en cours, ce serait expectable, ce serait souhaitable que le gouvernement angolais tout de suite fait savoir aux autorités belges, notamment judiciaires, qu'elle a des intérêts, il y a des intérêts angolais en cause. Or, jusqu'en ce moment, nous n'avons aucune indication là-dessus, même si il y a eu plusieurs messages passés aux autorités angolaises pour les encourager à le faire. Donc,
c'est évident que si l'Angola ne se presse pas pour signaler son intérêt auprès des autorités belges politiques et judiciaires, évidemment, leurs intérêts ne seront pas pris, les intérêts angolais ne seront pas pris en compte. Je vais rajouter une question par rapport à ça. Le président angolais est venu en Belgique il y a de ça quelques jours. Hein. Il a parlé ouvertement de vouloir renouer avec la Belgique et il a émis sa volonté de faire en sorte que les diamants angolais arrivent à Anvers directement. Je crois qu'il doit saisir cette occasion pour se retourner vers les autorités belges et faire appel à leur aide dans cette vue de la nouvelle collaboration pour leur dire aidez-moi, mon pays est à plat, aidez-moi à revivifier l'économie de mon pays. Nous avons une matière en commun qui est le diamant et qui fait partie de l'économie des deux pays. Nous avons des intérêts communs. Aidez-moi en tant que pays souverain, l'Angola, pays ami, à retrouver ces sommes qui ont été éludées, pillées à mon État. Et ce serait une bonne base pour recommencer une réelle collaboration positive. Et pour lancer pour le présent et le futur, donc, une communication directe qui ne passe pas par le Dubaï, qui, bien sûr, n'est qu'une diversion pour dévier de l'argent de l'État angolais. Autre question? En portugais à suivre. Non, après, Je voudrais juste vous dire que, en fait, le Portugal joue un rôle comme pays à travers duquel passent beaucoup d'intérêts angolais, notamment à travers les investissements de ces personnages, notamment à travers les banques. Et bien sûr, tout ça est instrumental pour le blanchiment d'argent. Moi, personnellement, je n'ai rien contre que, bien sûr, il y ait des investissements angolais au Portugal, pourvu que tous ces investissements soient propres, soient transparents, soient pas contre les intérêts du peuple angolais, ne représentent pas un viol, une violation des droits aux ressources naturelles du peuple angolais. Et c'est pourquoi aussi je m'engage à fournir aux autorités portugaises de supervision contre le blanchiment toutes les informations, notamment sur ce cas, mais d'autres cas, sur ces personnages qui sont des actionnaires qualifiés de banques portugaises, qui sont des actionnaires qui contrôlent aujourd'hui plusieurs compagnies essentielles au Portugal, et sans que les autorités portugaises fassent leur devoir en matière de contrôle contre le blanchiment de capitaux. Et c'est pourquoi tous ces éléments sont vraiment très importants aussi pour faire arriver aux autorités, à l'attention des autorités portugaises, notamment sur Madame dos Santos, mais pas seulement sur Madame dos Santos, et aussi aux autorités européennes, parce que beaucoup de ces banques, elles ne sont pas sous le contrôle direct de la BCE, mais il y en a qui sont aussi sous le contrôle direct de la BCE, de grandes banques. Et c'est pourquoi ces questions ne peuvent plus être éludées. Et je crois que David s'associe à moi à payer nos hommages à ceux en Angola qui se sont engagés avec énormément de courage toutes ces années, comme c'est le cas du journaliste Raphaël Marques, à exposer tous ces liens de corruption internationaux qui ont des conséquences si néfastes pour le peuple angolais. Je vais rajouter pour référer au journaliste Raphaël Marques un point très important. La société Ascorp a été créée en 1999.
elle a eu monopole jusqu'en 2008. Entre 1999 et 2008, du fait que cette société, que ce groupe avait le monopole sur toute l'étendue du territoire du diamant et du contrôle du diamant angolais. Toutes les exactions qui ont été commises sur le terrain, que ce soit le déplacement de villages, que ce soit les destructions de maisons, que ce soit de la torture, ou que ce soit des ouvriers qui périssent ensevelis, vivant dans leurs trous, sont directement liés pour responsabilité la société qui contrôle le monopole. Et donc ce groupe ASCOR devrait lui aussi être traduit pour crime contre les droits de l'homme. Et moi, j'en fais aujourd'hui mon combat, parce que l'argent, les États peuvent certes s'en dévier, mais les hommes qui sont morts, les femmes qui ont été battues, les enfants qui sont aujourd'hui orphelins, eux, on leur doit justice. Et je veux que ce point, je sais que Raphaël Marques est très bien documenté là-dessus, je veux que la documentation de Raphaël Marques soit introduite sur l'exercice en cours de ASCOR durant toute l'étendue qu'elle avait le monopole. Raphaël Marques a écrit le livre publié au Portugal qui s'appelle justement Diamant de sang, qui documente toutes ces exactions, toutes ces violations des droits de l'homme qui sont directement liées à l'extraction des diamants et au commerce du diamant. Raphaël Marques est toujours, même aujourd'hui, avec le nouveau président, sous la persécution des autorités de son pays, notamment des autorités judiciaires. Il fait maintenant objet d'un procès par l'ancien procureur de la République, qui est certainement un des personnages les plus corrompus du pays, M. João Maria de Sousa, qui est maintenant celui qui instigue un procès, qui est à l'origine d'un procès contre Raphaël Marques, que Raphaël subit maintenant à la cour en Angola, à Luanda. Et c'est pourquoi il n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, ici, chez nous, parce qu'il est justement en pleine session à travers les sessions de ce procès très injuste, où lui, il est l'accusé, or que celui qui l'a accusé, qui est un des plus grands corrompus du pays et qui a absolument perverti la justice dans son pays, le général João Maria de Sousa, est l'accusateur. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on vous remercie de votre intérêt et on sera disponible pour vous passer tout